Ah, l'assurance multirisque professionnelle. Un sujet qui peut paraître un peu complexe, c'est vrai, pourtant c'est un document absolument essentiel. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, le plus simplement possible pour vraiment comprendre comment ce contrat protège les artisans et les petites entreprises. On a souvent tendance à se dire « c'est bon, une assurance est en place et on passe à autre chose ». Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? Ce qui est couvert, ce qui ne l'est pas? C'est souvent là que les choses se compliquent. Pour y voir plus clair, on va changer de perspective. On va imaginer ce contrat non pas comme une pile de documents, mais plutôt comme un bouclier. Un bouclier avec plusieurs couches de protection. Et c'est en explorant chacune de ces couches qu'on va comprendre comment il défend concrètement une activité. D'accord, alors c'est parti. Avant de regarder les protections en détail, il faut d'abord apprendre à parler le même langage que l'assureur. Et ça passe par quelques termes clés, quelques mots de vocabulaire à maîtriser. Le premier mot à connaître, c'est le fameux sinistre. Ça sonne un peu impressionnant, non? Mais en réalité, c'est juste le mot officiel pour désigner l'événement, un dégât des eaux, un vol, un incendie, qui va, tout simplement déclencher l'intervention de l'assurance. Deuxième mot-clé, la franchise. Ça, c'est assez simple à comprendre. C'est la part du dommage qui reste à la charge de l'entreprise. L'assureur intervient et indemnise, mais seulement au-delà de ce montant. C'est en quelque sorte le ticket d'entrée de l'indemnisation. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Un contrat d'assurance est en fait composé de deux parties. D'un côté, il y a les dispositions généraux. C'est le cadre, le mode d'emploi standard, le même pour tout le monde. Et de l'autre, il y a les dispositions particulières. Et ça, c'est le document le plus important. C'est la partie sur mesure du contrat, avec les montants de garantie, les franchises, les activités déclarées. Et s'il y a une contradiction entre les deux, ce sont toujours les dispositions particulières qui l'emportent. C'est vraiment la partie à lire en priorité. Bien, maintenant qu'on maîtrise le vocabulaire de base, entrons dans le vif du sujet. On va examiner la première couche de notre bouclier, la protection des biens matériels, c'est-à-dire les locaux, les machines, le stock, tout ce qui est tangible. Prenons un coup dur, comme un incendie. La couverture est généralement très large. Elle protège les locaux, bien sûr, et le contenu professionnel pour le montant qui a été déclaré dans le contrat. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça va plus loin. Ça couvre aussi les biens qui sont à l'extérieur et surtout les dommages causés aux voisins. Imaginez que le feu se propage. L'assurance peut couvrir jusqu'à 3 millions d'euros de dégâts chez les autres. C'est un plafond très élevé et c'est fondamental. Mais, comme toujours avec les assurances, le diable se cache dans les détails. Voici un exemple parfait. Une petite exclusion qui surprend souvent, les graffitis sur une façade. On pourrait penser que c'est du vandalisme et que c'est donc couvert. Eh bien, dans la garantie de base, non, ce n'est généralement pas le cas. C'est le genre de subtilité qu'il faut connaître. Et ce chiffre, il fait réfléchir. 50%, c'est la réduction que peut subir une indemnisation si les mesures de prévention incendie ne sont pas respectées. Par exemple, si la vérification annuelle des extincteurs n'a pas été faite. C'est un rappel important. Une assurance est un contrat avec des droits, mais aussi des obligations. Et les ignorer peut coûter très, très cher. C'est un peu la même logique pour le dégât des eaux. Et la nuance est très importante. L'assurance va couvrir les conséquences de la fuite. Le parquet abîmé, les murs à repeindre, ça, c'est pris en charge. Mais la réparation de la cause, c'est-à-dire le tuyau défectué dans le mur, eh bien ça, ce n'est généralement pas inclus dans la garantie de base. On couvre la conséquence, pas l'origine du problème. D'accord, les murs et le matériel sont protégés. C'est une excellente chose. Mais si un incendie paralyse l'atelier, le problème n'est pas seulement de reconstruire. Le vrai problème, c'est que pendant des mois, l'activité est à l'arrêt. Et donc, il n'y a plus de revenus. Comment payer les charges et les salaires dans ce cas? C'est précisément là qu'intervient une garantie qui est, à mon sens, l'une des plus vitales pour une entreprise, ce qu'on appelle la garantie perte d'exploitation. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez logique. Un sinistre couvert par le contrat force l'entreprise à s'arrêter. Le chiffre d'affaires s'effondre. Eh bien, l'assurance va intervenir pour compenser la perte de ce qu'on appelle la marge brute. C'est un terme un peu comptable, mais pour faire simple, ça veut dire que l'assureur va verser de quoi continuer à payer les charges fixes, le loyer, les salaires, les crédits, et compenser le bénéfice qui aurait dû être réalisé. L'objectif est simple, remettre l'entreprise dans la situation financière où elle aurait été sans le sinistre. C'est vraiment la garantie qui peut sauver une activité. On a donc vu la protection des biens et la protection des revenus. Il nous reste une troisième grande couche à notre bouclier, celle qui protège contre les dommages causés aux autres. C'est la fameuse responsabilité civile, ou RC. Prenons un scénario concret. Un court-circuit dans un magasin déclenche un début d'incendie. Le feu est vite maîtrisé, mais la fumée a causé de gros dégâts dans l'appartement juste au-dessus. La question est,
Qui paye pour les réparations chez le voisin? C'est exactement le rôle de la garantie responsabilité civile. Cette responsabilité civile se décline en plusieurs volets. Il y a les risques locatifs, qui couvrent les dommages au bâtiment si on est locataire. C'est la protection vis-à-vis du propriétaire. Il y a ensuite le recours des voisins et des tiers, ça c'est l'exemple de notre voisin et des dégâts de fumée. Et enfin, pour ceux qui sont propriétaires de leurs murs, il y a la RC propriétaire, qui couvre les dommages dus à un défaut du bâtiment. C'est une protection à 360 degrés. Bon, on a vu ce beau bouclier, il a l'air bien solide. Mais le jour où on en a vraiment besoin, le jour où un sinistre arrive, comment on s'en sert correctement? Parce qu'il y a des règles du jeu à respecter, et il vaut mieux les connaître avant d'être dans l'urgence. En fait, il y a 3 réflexes fondamentaux à avoir. Premièrement, le bon sens. Il faut tout de suite prendre des mesures pour limiter les dégâts, protéger ce qui peut l'être. Deuxièmement, la rapidité. Il faut déclarer le sinistre à l'assureur au plus vite. Les délais prévus au contrat sont très courts, parfois 2 jours pour un vol. Si on attend trop, on risque de perdre son droit à indemnisation. Et troisièmement, la preuve. Il faut tout documenter. Photos, factures, devis, dépôt de plainte. Plus le dossier est solide, plus l'indemnisation sera rapide et juste. Voilà, on a exploré ensemble le cadre général de ce bouclier. Mais sa vraie solidité, au final, ne dépend que d'une chose: son adéquation avec les risques réels de l'activité. Un bon contrat n'est pas forcément le plus épais, c'est celui dont les garanties et les montants, inscrits dans les fameuses dispositions particulières, correspondent parfaitement aux besoins de l'entreprise. C'est ça, la véritable clé d'une protection efficace.